Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michelle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents. Monitrice de portage bébé et formatrice professionnelle concernant le portage bébé, mais aussi le deuil périnatal, le deuil de l'IVG, le suivi des parents issus d'un parcours PMA, entre autres. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur le site internet www.cocoondoré.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté d'être là sur le podcast Cocoon Doré. Donc ce podcast il présente les professionnels aux parents, les professionnels de la parentalité, pour qu'ils puissent faire appel à vous quand ils en ont besoin. Super. Donc vous êtes Madame Anaïs Roux, neuropsychologue. Oui. Je vais vous laisser vous présenter et me dire un peu comment vous en êtes arrivée à être neuropsychologue. Alors, du coup, j'exerce à l'Espace Santé Les Lucioles à Valbonne depuis environ 6 ans. Je suis arrivée à faire ce métier parce qu'en fait, dès l'enfance, j'avais cette capacité de comprendre très facilement les émotions des autres. D'accord. Et je trouvais que c'était une force et j'avais cette écoute qui leur permettait tout de suite de se sentir mieux. Donc, je me suis intéressée en fait à la psychologie humaine dès le plus jeune âge. Donc, pour moi, c'était vraiment inné. C'était vraiment inné. Et j'avais envie d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce parcours-là. Vraiment pour mieux comprendre le fonctionnement des autres et les aider. Donc voilà, c'était plus dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'il faut comme étude pour être neuropsychologue? Alors, pour être neuropsychologue, il faut commencer par une licence de psychologie. Et après, on entame sur un master en neuropsychologie et psychologie du développement. Et après, on peut faire des DU pour se spécialiser dans certains domaines, comme la remédiation cognitive, qu'on parlera sûrement tout à l'heure. D'accord. Ou les traumatismes, ou les choses comme ça. Mais en tout cas, on commence par 5 ans d'études pour exercer ce métier-là. D'accord. Ok. Si tu devais t'adresser à un enfant de 7 ans, comment tu lui expliquerais ton métier? Alors, en général, ce que je fais quand l'enfant vient en consultation, c'est que je lui explique qu'ici, on est là pour essayer de comprendre son fonctionnement cérébral. Donc, autant sur le plan... bon, je dis toujours le plan cognitif et émotionnel, mais pour un enfant de 7 ans, c'est difficile de se demander qu'est-ce que ça veut dire cognitif. Mais je lui dis en fait que c'est vraiment pour mieux comprendre son cerveau et comprendre comment il fonctionne, l'aider en fait à être mieux, que ce soit dans son parcours scolaire et aussi familial, mais surtout pour comprendre ses points forts et ses points faibles et essayer de trouver des solutions sur des choses qui puissent l'embêter dans son quotidien. Donc c'est vrai qu'après c'est plus facile pour eux de s'ouvrir et de se lancer en fait dans ce processus-là quand ils arrivent à être en confiance et à comprendre que c'est vraiment quelque chose pour les aider et pour qu'ils... Parce que je pense que les tout petits doivent se dire, ils ne doivent pas savoir en fait où Bah, ils vont. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est c'est vrai qu'au début... est-ce même... qu'on va me piquer? On va... Exactement. Puis souvent, j'ai mon masque. Ah oui. Alors, à chaque fois, tout le monde me dit, mais pourquoi? Donc, c'est vrai qu'à la première vue, ils se demandent si je suis un médecin et sont très interrogés. Après, il y a des parents qui expliquent en amont pourquoi ils viennent. Mais des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que c'est important de mettre en confiance et de comprendre que c'est vraiment un endroit, un lieu de parole où ils peuvent se sentir en sécurité et s'ouvrir et vraiment, voilà, pour vraiment comprendre et être la meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur ta profession? Les idées reçues, c'est pas les idées reçues par rapport à ma profession, mais je pense que comme tout le monde, c'est le fait de c'est à la mode, le fait d'être HPI ou TDAH. Oui. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai du mal en tant que professionnelle de santé d'entendre ça parce que je sais que les personnes souffrent de ces particularités.
Parce Et que c'est un métier moderne, neuropsychologue? en fait, en France, ça fait à peu près 15 ans Hmm. que c'est vraiment Ah émergé. oui, c'est tout récent quand C'est tout même. récent. Mais au Canada, ça fait déjà, je dirais pas de bêtises, mais peut-être 40 ans que ça a émergé. Hmm. Donc c'est vrai que le terme neuropsychologue, c'est assez récent. Je sais pas si tu veux que j'explique un peu ce que c'est le Oui. métier Alors, ou j'allais plus tard. d'abord te demander, oui, juste après, mais d'abord te demander à quoi ressemble une journée type pour toi. Alors, moi, dans mon cas, je dis pas que chaque neuropsychologue fait exactement ce que je fais, mais moi, j'aime bien varier mes consultations. Donc, j'aime bien avoir un bilan dans la journée, Mhm. mais aussi avoir peut-être un nouveau patient ou un suivi psychologique ou un suivi neuropsychologique. Mais en termes de journée, c'est vrai que je fais beaucoup d'heures. Je fais 9h midi, 13h, 18h ou 19h. Ah oui, quand même. J'exerce énormément, mais je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Mais par exemple, je peux commencer avec un bilan le matin, donc un bilan neuropsychologique. J'expliquerai après en quoi Oui, ça consiste, mais ça dure déjà 3 heures. Bon, c'est pas 3 heures pleines parce qu'on parle, puis des fois on finit un peu plus tôt. Et après, la journée, il y a un peu des suivis en termes de remédiation cognitive, puis il y a des suivis psychologiques, donc c'est assez varié. Puis je reçois autant des enfants que des adolescents, mais aussi des adultes. ah Donc bon, c'est d'accord. pas du tout les mêmes particularités. Hmm. Et ça switch, et c'est ce qui fait aussi que je m'ennuie pas dans mon métier et Bien que c'est sûr. assez diversifié. Donc non, non, c'est... De quel âge à quel âge, du coup? Alors, de 3 ans, Oui, mais mon patient le plus âgé a 88 ans. Parce que d'accord. je fais autant, ben, on va en parler, mais autant sur tout ce qui est troubles des apprentissages, comprendre le fonctionnement global d'une personne, voilà, autant sur le plan cognitif qu'émotionnel, Mhm. autant tout ce qui est troubles anxieux, mais autant tout ce qui est troubles neurodégénératifs Oui, également. d'accord. Donc c'est vrai que c'est assez Ah oui, c'est varié. complètement varié. C'est Oui, super intéressant. oui, Ouais. c'est vraiment Bon, ben, on rentre dans très le corps intéressant. du métier, du coup. Oui. Je te laisse Alors, m'expliquer. donc, qu'est-ce qu'une neuropsychologue? Alors, c'est vrai que tout le monde s'interroge à chaque fois quand on me demande mon métier Hmm. et la différence avec une psychologue, en fait. C'est vrai que la neuropsychologue, en fait, c'est une psychologue qui étudie, en fait, les relations entre le cerveau et les comportements humains. D'accord. Donc, ça veut dire que elle analyse et elle accompagne les personnes qui sont vraiment en difficulté sur le plan cognitif, émotionnel, mais aussi comportemental et qui est lié à leur fonctionnement cérébral. Et en fait, la différence avec une psychologue classique, c'est qu'une psychologue classique, donc clinicienne, elle est spécialisée vraiment dans l'étude des relations au niveau émotionnel et comportemental, mais elle prend pas l'aspect cognitif Oui, d'une personne. je comprends. Donc tout ce qui est fonction cognitive, le langage, la Oui. mémoire, l'attention. Donc c'est vraiment ça qui différencie entre les deux et Et contrairement avec la neurologue, toi, tu apportes ce côté émotionnel. exactement. Ok. La neurologue qui est très sur le plan médical et juste Mhm. le fonctionnement cérébral. D'accord. Super intéressant. Oui. Est-ce que le cerveau de l'enfant fonctionne vraiment différemment que celui d'un adulte? Oui, en fait, c'est très compliqué à répondre à cette question, mais en fait, ce qui différencie un enfant d'un adulte, forcément, c'est la maturité cérébrale. Mhm. Parce qu'en fait, ce qui définit vraiment, on va dire, notre fonctionnement tel, c'est vraiment le cortex préfrontal. Oui, Donc, c'est vraiment bah voilà, tout ce oui, qui est organisation, planification, c'est ça. concentration, enfin, toutes les choses qui nous mettent en difficulté étant enfant et adolescent. Et qui est pas mature chez l'enfant. Exactement. Et D'accord. normalement, la maturité, elle est vraiment à l'âge de 25 ans pour tout le monde. Mais le cerveau fonctionne tellement différemment d'une personne à l'autre Que ça peut être plus tôt plus ou plus tard. tard. Parce qu'on D'accord. voit aussi malheureusement des adultes qui ont un peu une immaturité Mhm. cérébrale dans leur fonctionnement. Il y a Et une du coup, raison à ça, c'est... ben, c'est lié à différents troubles et ralentissements. Après, ça Oui, peut être lié, par exemple, le fait d'être prématuré. oui, d'accord, Du coup, ça ralentit aussi ce fonctionnement cérébral. Le fait d'avoir bah, justement des troubles neurocognitifs, d'accord. donc troubles des apprentissages ou autres. Mais surtout, ce qui arrive souvent, c'est tout ce qui est traumatisme, qui fait partie vraiment intégrante des difficultés qu'on peut avoir Mhm. sur le fonctionnement cérébral. Donc c'est vraiment ça qui diffère d'un enfant d'un adulte. Mais après, à l'heure actuelle, l'évolution, on va dire, de l'humanité a tellement Mhm. évolué, grandi que moi, j'ai des enfants déjà à 4 ans.
ils sont incroyables. Ils ont une maturité émotionnelle qui Et, dépasse et des là, dans ce cas-là, fois. le parent vient te voir parce que du coup, ça les dépasse, c'est ça? En fait, c'est parce que ça les dépasse et parce que les enfants, ils sont déjà en souffrance, en fait. C'est Ah ça oui, qui est bah oui, très parce que compliqué. par rapport aux autres, ils se Ils trouvent. se sentent en décalage parce Oui, que il y a beaucoup d'enfants à l'heure actuelle qui ont une maturité intellectuelle ou émotionnelle qui est très développée, mais il en reste forcément, enfin, c'est un fonctionnement normal pour les autres qui n'ont pas ce décalage-là. Donc, quand ils sont dans une cour de récréation en maternelle et que déjà ils ont des questionnements sur des choses très poussées et qu'en fait ils ont envie de communiquer avec les autres, mais que les autres ils sont ils dans suivent le pas. Mm. pipi caca, si on peut dire ça C'est comme ça, ça, et c'est qui ça. sont en... C'est hyper compliqué pour eux. Et Globalement, hein, tu vas pas me dire oui, oui, oui. tout ce que tu fais avec cet enfant-là, mais ça doit être compliqué du coup pour lui. C'est très compliqué pour eux, mais en fait, le fait de venir et d'expliquer comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont en décalage, en fait, ça les rassure. Ils se sentent moins seuls. D'accord. Ils savent qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme ça et qui sont pas bizarres, qui sont pas bêtes, qui sont pas fous. Mm. Simplement qui sont en avance et que du coup ils vont peut-être s'entendre avec des personnes qui sont plus âgées, que justement avec les adultes bah, ils vont être plus intéressés, plus stimulés et du Oui, coup bah, ça va leur permettre voilà, de se sentir mieux. Donc, puis d'expliquer aux parents, ça permet aussi qu'ils se positionnent différemment oui. par rapport à l'enfant et ça change tout parce que quand à la maison il y a un cadre j'aime pas dire bienveillant parce que tout le monde essaie d'être dans la bienveillance avec son enfant, mais en tout cas dans la compréhension, Oui, si le parent comprend, ça sera beaucoup plus simple pour exactement, l'enfant, pour oui. l'accompagner. Et qui considère surtout la sphère émotionnelle Mm. qu'il peut avoir qui est déjà beaucoup plus mature. Donc, D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais répondre au pourquoi certains enfants semblent plus vifs, plus impulsifs, plus sensibles? ben alors ça aussi c'est un peu compliqué à répondre. On va dire que tout ce qui est plus vif, plus impulsif, comme du coup dans une étude, dans un bilan en fait neuropsychologique, on évalue vraiment le fonctionnement. Ben, on se rend compte que des fois il y a des particularités neurodéveloppementales qui fait que certains enfants agissent d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, ça peut être vraiment multifactoriel. Ça peut être simplement la grossesse d'une Mm. maman, les émotions qu'elle peut avoir dans cette grossesse qui C'est vont ça, influer. in utero, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. En fait, on ne se rend pas compte, mais déjà, avant d'avoir un enfant, c'est ce Mm. que je dis à tout le monde, c'est tellement important de travailler sur soi Ok. parce qu'en fait, inconsciemment, on est déjà en train d'amorcer Ouais, ouais, la personnalité ou c'est les ça. difficultés que Ah l'enfant ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur ça. pourrait avoir par la suite. Donc, Mm. la grossesse déjà joue énormément, l'accouchement, Ouais, comment il se déroule, c'est qu'est-ce ça. que ça implique, puis tout ce qui se passe autour, l'environnement. Après, par la suite, voilà, s'il y a des décès, des traumatismes, des disputes, enfin, tout ça influe. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Et puis après, il y a la partie aussi du déroulement comment dire, de l'évolution du fœtus à Ouais. l'intérieur de la maman et qui est influé par rapport à ce qu'elle vit, mais surtout par rapport à lui, son développement. Donc là, il peut avoir une immaturité à un moment donné ou un neurotransmetteur qui n'est pas assez stimulé et autres, et Mm. D'accord, qui d'accord. forme, on va dire, des Et c'est troubles. là où va se jouer ce côté plus vif, plus... D'accord, Exactement, oui. d'accord. Et après, sur le côté hypersensible, moi, je dirais que c'est pareil, c'est vraiment la grossesse. Mais après, c'est vraiment inné. Donc, je sais pas, après, il y a une dimension autre Mm. qui fait que. C'est vrai que voilà, l'hypersensibilité, moi, je trouve que c'est vraiment associé à cette intelligence émotionnelle. Donc, c'est un développement, encore une fois, qui est beaucoup plus rapide et plus poussé. Mais moi, ce que je me suis rendu compte au fil des années, des consultations, c'est que j'ai remarqué que les enfants, comme les adultes qui pouvaient vivre des traumatismes, en fait, ils évoluaient encore plus émotionnellement. Qu'à D'accord. chaque fois qu'on vit quelque chose qui est compliqué, en fait, il y a une maturité émotionnelle qui augmente et qui Mm. permet vraiment de se connecter à tout ça. Est-ce qu'il est possible, c'était même pas ma prochaine question, mais du coup, est-ce qu'il est possible qu'on est en étant pas hypersensible, et puis il se passe quelque chose dans la vie qui fait qu'à 15 ans, on l'est?
On Oui. le devient, pardon. Ben, en fait, il y a ce côté, bon, c'est un peu spirituel, mais c'est un peu ce côté un peu éveil spirituel que moi j'appelle ça, mais c'est comme si on n'était pas forcément connecté à soi-même, comme si on vivait notre vie d'enfant, et c'est pour ça que des fois, en tant que parent, on est un peu, comment dire, on a envie qu'il réponde rapidement, qu'il fasse les choses d'un Oui. coup, mais il n'est pas encore connecté à lui-même parce qu'il n'y a pas encore cette maturité cérébrale qui fait qu'il est vraiment présent. Et en fait, du coup, on peut ne pas être connecté à ses émotions et être un peu dans son monde. Et c'est pour ça que c'est dur de mettre un diagnostic à l'heure actuelle d'un TDAH, d'un trouble de l'attention, Mhm. parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est compliqué. Et des fois, voilà, ça peut être un enfant qui est dans la lune parce que il a une immaturité, il n'a pas eu cet éveil encore de lui-même, il n'est pas encore connecté à lui-même, D'accord. donc il n'est pas encore connecté totalement à ses émotions. Et le fait de vivre un trauma Ouais. le ramène un peu, ce que je veux dire, à la réalité et Ah, fait que d'un coup, bam, on se connecte ok. et Et ça peut être à l'âge adulte aussi. ça peut être à l'âge adulte. D'accord. Voilà, moi j'ai eu un patient la semaine dernière d'un certain âge qui s'est connecté d'un coup D'accord. à 50 ans et qui me dit mais j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de ma vie. Waouh. C'est dur, Ah ouais. c'est compliqué, mais c'est la réalité. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu et qui influent, et c'est vraiment important. En fait, je trouve que vraiment moi, je dis pas le métier de neuropsychologue en particulier, mais de comprendre son fonctionnement et de se poser la question, je trouve ça tellement important parce que ça évite c'est pas rater des moments de vie, Mm. mais, mais de se connecter à soi le plus En vite fait, possible, en si fait. je comprends bien, alors si un enfant hypersensible ou hyperactif, par exemple, euh, tu vas lui faire comprendre qu'il l'est. Ça change tout. Voilà. Et en fait, voilà, il y a pas de médicaments, bah, genre, c'est pas une maladie en soi, en Non, fait. c'est pas une C'est juste de maladie, c'est ce que comprendre je qui dis. tu es. Oui, Et là, ça va changer les choses. exactement. C'est ce que je dis à tout le monde et même aux enfants parce que il y en a, le diagnostic, c'est plutôt OK de l'entendre et de le comprendre, mais il y en a où c'est vraiment compliqué Mm. et que malgré les séances de remédiation, malgré le fait d'en parler avec les parents, c'est vraiment ancré en eux et c'est compliqué à gérer parce que bah, voilà, il y a une multitude de facteurs, mais il y Mm. a enfin, les enfants à l'école, le regard Bien des sûr. autres, plein de choses. Mais la plupart des patients que j'ai, je dirais la moitié, une fois qu'ils comprennent vraiment leur fonctionnement, Mm. ça change vraiment la moitié des choses. D'accord. Euh, mais après, voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu et effectivement, dans certaines particularités ou dans certains TDAH, oui, il y a des traitements, on en reparlera peut-être après, mais Mm. où il y a vraiment Est-ce besoin. que, du coup, le cerveau, il doit se muscler par rapport à ça? Il peut se muscler, le cerveau? Oui, c'est pour ça que autant des fois les parents ont un peu du mal à comprendre le besoin et la nécessité des séances par exemple orthophoniques ou Oui. neuropsy. Pourquoi venir toutes les semaines pour faire des petits jeux? Mais en fait, chaque jeu active une fonction cérébrale. D'accord. Donc c'est bête, mais comme dans les bilans neuropsychologiques, c'est des jeux vraiment très ludiques qu'on utilise. D'accord. Mais quand on joue à ce jeu-là, en fait, ça active juste une zone du cerveau. Et Ok. plus on va le faire, et ce que je dis aux parents, même le faire à la maison, ça va muscler le cerveau et ça va lui permettre de se rééduquer. Donc, dans certains cas, comment dire, j'aime pas dire ça, mais un trouble d'attention, on va dire mineur, ça peut aller super vite, mais dans des troubles d'attention majeurs, bah, malheureusement, oui, des fois, on est obligé d'arriver à un traitement. Après, le traitement, il est vraiment Moi, ça me fait peur, ça, ces Je... traitements. Ouais, je comprends. Ça fait Mm. peur à beaucoup de parents. Ouais. Ça fait peur à En beaucoup de fait, j'ai parents. peur surtout que ça soit dans le temps, que l'enfant ne puisse plus s'en détacher. En fait, le médicament, il peut être pris dans différents cas. En fait, il y a vraiment le trouble d'attention classique, on n'arrive pas à se concentrer à l'école, Mhm. malgré les suivis et autres, on le prend et effectivement, ça change tout. Mais en fait, il y a des troubles de l'attention où on prend le traitement parce que, en fait, un trouble de l'attention, c'est un manque de dopamine dans le cerveau. Donc D'accord. la dopamine, en fait, c'est tout ce qui est motivation et plaisir. Donc c'est ça qui engendre dans un trouble de l'attention tout ce qui est procrastination, Oui. fatigue cognitive et addiction. Donc, ce médicament-là peut être arrêté à tout moment? En fait, oui, c'est ce que je dis à tous mes patients. En fait, le but, c'est de le faire déjà sur 1 à 2 ans, mais vraiment tout le temps. C'est vrai qu'il y a des psychiatres
ou moi, les neuropédiatres, à l'heure actuelle, maintenant, elles le conseillent quand même tout le temps. Mais des fois, il y a des psychiatres qui le disent que quand vous en avez besoin pour l'école. Mm. Moi, je trouve qu'il faut mieux le prendre en continu, parce qu'en plus, ça crée des variations, donc c'est pas forcément une bonne chose, pendant 1 à 2 ans, puis après l'arrêter. Et en fait, c'est la personne elle-même qui se dit à un moment donné, le médicament m'a apporté ce qu'il doit m'apporter. Mhm. Certes, je vais pas avoir le même fonctionnement avec et sans, D'accord. mais il m'a apporté ce que je devais avoir, et je fonctionne maintenant différemment, et mon trouble n'est plus handicapant. Mais la personne n'aura pas un manque. Elle n'aura pas un manque parce qu'en fait, ça agit pas dans le sang, ça agit directement dans le cerveau. Et ce qui est bien, en fait, c'est que jusqu'à 25 ans, comme c'est en développement, ça permet je sais pas comment expliquer, mais libérer cette dopamine presque naturellement. C'est comme si Mm. ça créait un peu cette dynamique de recréer la dopamine dans le cerveau. D'accord. Voilà. Merci. Au niveau du bilan, explique-moi alors, c'est quoi ce Ah fameux oui. bilan? Alors, du coup, le bilan, ça permet vraiment d'évaluer le fonctionnement global d'une personne, donc autant sur le plan cognitif qu'émotionnel. Ça permet de voir les points forts et les points faibles. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet surtout, moi j'aime bien le avant-après parce que ça permet de déculpabiliser l'enfant. Je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas des torts, hein, on a tous Mm. des torts, hein, des défauts et des qualités, mais de permettre de comprendre pourquoi il est en difficulté D'accord. et aux parents surtout d'adapter. Donc en fait, un bilan, ça peut durer c'est très variable, ça peut durer de 1h30 à 4 heures, voire même j'en ai des fois eu 5 heures parce que la personne a un ralentissement cognitif et un exercice, je dois le faire en Ah 30 oui, minutes. oui, oui. Donc c'est vraiment très variable d'un individu à l'autre. Mais un bilan, en fait, ça commence par une séance d'anamnèse. Donc c'est une séance d'entretien avec les parents ou un des deux parents et l'enfant pour essayer de comprendre voilà, les particularités, comment ils fonctionnent. Et D'accord. après, des séances donc vraiment de bilan où c'est des jeux, enfin voilà, où c'est vraiment ludique et ça permet d'évaluer vraiment l'ensemble des fonctions cognitives. Et là, voilà, ça peut durer d'1h30 à 4 heures. Après, ça, c'est vraiment un bilan complet. Si Mhm. on fait un bilan spécifique, ça peut durer voilà, 1h30 et comment dire, on fixe une zone du cerveau, par exemple la concentration ou l'intellect. Et là, ça dure 1h30. Et après, il y a moi, de mon côté, l'analyse des résultats, qui met quand même beaucoup de temps. Et après, par la suite, le compte-rendu aux parents, où là, j'explique le fonctionnement. En général, des fois, il y a l'enfant, pas tout le temps, ça dépend. C'est toujours mieux pour qu'ils comprennent, mais c'est pas... En Mhm. fait, ça dépend de la sensibilité de l'enfant, s'il est prêt à entendre aussi. Après, j'utilise pas des mots. Le but, c'est que ce soit positif, en fait. Oui. Même s'il y a des fragilités, c'est pas grave. En soi, le but, c'est juste d'accompagner, de voir quelles solutions sont On peut adaptées. apporter à l'enfant. Exactement, D'accord. c'est vraiment ça le plus important. Donc j'essaye de vraiment d'expliquer autant aux parents qu'aux enfants avec des mots qu'ils peuvent comprendre et de trouver des solutions parce qu'après, voilà, en fonction des résultats, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Au niveau de l'école, bah, des aménagements scolaires, Mm. après un dossier MDPH, une aide Mm. à l'école, enfin tout ça. Et après, une orientation vers d'autres professionnels C'est pour ça que de tu commences santé. à 3 ans, en fait. C'est dès l'entrée scolaire, en fait. Bah, exactement. Et même moi, là, en ce moment, j'ai des patients, des fois, qui viennent avec des âges vraiment plus jeunes. Par exemple, là, j'ai une patiente de 2 ans. Moi, j'avais pas forcément fait ça avant. Et adapter tes jeux et tes Exactement. accessoires. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais en fait, bon, là, ce cas-là, c'était vraiment un enfant qui était très mature. D'accord. Donc déjà, la maman qui voyait des choses et Ouais. presque avoir une conversation comme Ah un ouais. enfant de 4 ans avec un enfant de 2 ans, quoi. D'accord. Donc c'est très variable, mais c'est vrai que le fait que ce soit, j'aime pas dire diagnostic précoce parce que voilà, mais ça permet d'éviter d'avoir des difficultés par la suite ou déjà les parents de savoir Mm. comment adapter Et du coup, à leur à éducation. quel moment le parent doit pas s'inquiéter, mais je veux dire, qu'est-ce qui doit se passer dans la vie du parent pour qu'il se dise, ah, ce serait bien que j'aille voir un neuropsychologue? Ben, c'est très variable, mais en général, déjà en tant que parent, on a des ressentis sur nos enfants, donc on arrive à savoir quand, je sais pas, quand il est moins épanoui ou Mm. moins... En fait, moi, ce que je dis aux parents, c'est toujours bien de faire une première consultation si il n'y a rien d'inquiétant à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Juste pour voir si tout va bien. Puis après, de faire par palier, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, juste pour s'assurer que tout va bien. D'accord.
Ok. C'est un peu comme un rendez-vous chez le médecin, sauf Ouais. que c'est au niveau vraiment... Parce qu'en fait, un enfant qui bouge tout le temps, par exemple, c'est pas forcément un hyperactif. Non, c'est pas forcément un Donc, hyperactif parce bon, que c'est pour ça que c'est compliqué ouais. à vraiment diagnostiquer. Et c'est pour ça que l'hyperactivité, en fait, elle n'est pas diagnostiquée avant 6 ans et demi. Mm. Parce que ça peut être de l'immaturité Ah oui, cérébrale, c'est ça. ça peut être, C'est ça. je sais pas, hein, des parents qui se sont séparés à l'âge d'1 an. Ouais. Et en fait, il y a comme un trouble du stress post-traumatique. Oui. Et lui, c'est de l'agitation motrice, D'accord. enfin les symptômes qu'il peut avoir. D'accord. Donc c'est vrai que voilà, Vaut mieux agir comme quand on va voir son généraliste, quoi. en fait c'est On ça vient et exactement. on fait un bilan. Oui, mais pour les parents, voilà, ça peut être un changement de comportement qu'il perçoit chez son enfant, Mm. des difficultés de sommeil, des difficultés d'attention forcément après les premiers retours de l'école, si Il y a des grosses crises, hein, la première année de maternelle. hmm. Il y a des enfants, toute l'année, ils pleurent tous les matins. Bah, après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu vis-à-vis de ça. Il y a les 3 premières années, où est-ce qu'ils Oui, sont l'attachement et tout ça. exactement. Mais bon, c'est bien quand même de venir aussi. Oui, 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 D'accord. c'est important. C'est pour ça, parce que, en fait, juste de comprendre, des fois, ça évite aussi je sais pas, que l'enfant soit en difficulté, des fois, pendant un an, pour quelque chose qui pourrait être réglé Oui, en une je fois. Mais comprends. comme des fois, on est dans notre quotidien, Mm. bah, C'est même vrai. si extérieurement, quand on voit quelqu'un, on se dit, bah oui, il y a ça. Mais en fait, comme on est nous dans notre quotidien, on se rend pas compte ce que notre enfant Mm. peut avoir par moment. Et alors que des fois, c'est des choses toutes simples. Donc, D'accord. voilà. Alors, on a deux visions, des choses qu'on entend souvent. C'est, oh là là, surtout des personnes âgées et tout. Oh là Ouais. là, tout ce qui est TDAH, Avant, c'est et la ça n'existait mode, ça pas. n'existait pas Je avant. déteste ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a des parents qui se disent, est-ce que ces troubles-là sont en augmentation? Est-ce qu'il y a peut-être des En fait, choses... Voilà, donc je te le donne ouais. comme ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, c'est pas que ça n'existait pas, c'est que c'était pas diagnostiqué avant. Et comme on l'a vu, là, ça fait vraiment quelques années où les personnes travaillent sur eux, Mm. sur tous les plans, et sont plus connectés émotionnellement. Mais en fait, malheureusement, avant, on n'était pas forcément connecté à nos émotions. Et en tout cas, la part émotionnelle ne faisait pas partie intégrante du quotidien. Donc forcément, c'était pas les mêmes questionnements. Mais en fait, que ce soit le TDAH ou le haut potentiel ou des difficultés anxieuses ou autres étaient déjà présentes auparavant. C'est juste que c'était pas diagnostiqué. Mais moi, j'ai beaucoup de patients, du coup, qui viennent pour leurs enfants et en fait, qui se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont Mhm. ces particularités. C'est juste qu'ils D'accord. n'ont jamais été diagnostiqués. Mm. Mais je donne des exemples très simples, des addictions, par exemple l'alcoolisme, le fait, voilà, juste la cigarette, les violences. En fait, tout ça, ça fait partie du TDAH. D'accord. Donc, en fait, des fois, je sais que j'ai des parents qui se disent, ah oui, mon père, donc le grand-père de l'enfant, était alcoolique. Ah oui, mon père était violent. Ah oui, mon père Oui, était addict au travail. oui, Donc là, en fait, il y a une addiction. Mais d'accord. il y a un TDAH. En fait, c'est juste qu'avant, c'était pas diagnostiqué. Ouais, Et les c'était... personnes aussi, c'est surtout ça, les personnes pensent que le TDAH, c'est juste un enfant qui n'arrive pas à se concentrer et qui n'arrive pas à se tenir en place à l'école. Mm. Alors que c'est pas ça. Il y a plein de Il y a choses plein de derrière. choses. Et D'accord. si c'était que ça, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on s'en fout. Mais parce que c'est ça qu'on met en avant Je aussi, j'ai sais, mais c'est l'impression. ça que la société met en On avant parce n'explique pas que, tout. en fait, malheureusement, les professeurs, ils sont pas forcément formés à ça. Mm. Et je sais qu'ils se retrouvent vraiment en difficulté parce qu'ils essayent quand même de faire au mieux pour les aider. Mais comme ils savent pas, bah, forcément, c'est pas qu'ils se déchargent sur les neuropsys parce qu'ils essayent de trouver une solution. Mais du coup, c'est ça la première intention de diagnostic. Mais en fait, ça existait déjà auparavant, D'accord. comme l'hypersensibilité. C'est juste qu'avant, et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont pas du tout connectées et complètement dissociées. Donc c'est pas en augmentation, C'est c'est pas en juste que augmentation, c'est ça a juste que toujours maintenant, en existé. fait, ça a toujours existé, c'est juste que maintenant, on en parle, maintenant, on met des mots, et au Canada, comme je disais tout à l'heure, même, je pense qu'il y a 70 ans de recul, parce que le traitement, là, pour Wow. le TDAH, Oui, ça fait 80 ans presque qu'ils l'ont. d'accord. Et c'est vrai que j'aime pas ce côté effet mode, ou
il y en a qui disent oui, c'est très onéreux, Oui. c'est pour l'argent, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Après, si c'est reconnu, il y aura des remboursements. Exactement, exactement. Et puis maintenant, il y a des Maintenant, il y en mutuelles a même. qui Et appliquent même, ça. je sais que la MDPH, sur le dossier, Oui, quand on met les frais qu'on a, c'est ils remboursent, ils rétroactif. peuvent rembourser, Oui, 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 les oui, frais qu'on totalement. a mis en place. Mais non, c'est pas la mode. Ce serait bien que ce soit un effet de mode, mais c'est pas le cas. Malheureusement, c'est Hmm, un hmm, vrai trouble et complètement. il y a des vraies conséquences. Avec le bilan, tu arrives aussi à décerner tout ce qui est dyslexie, tout ça aussi. Oui, bah, on voit parce que par exemple sur la mémoire de travail, on voit si les indices sont plus faibles. Donc là, on peut orienter vers une orthophoniste pour après Oui. confirmer les diagnostics. Donc tous les troubles 10, les dyspraxies, dysgraphies au niveau de l'écriture. Alors moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'effectivement, on voit que que c'est, enfin, il y en a beaucoup qui se rendent compte que effectivement, oui, bah, c'est existant et c'est une vraie problématique. Mais le truc, c'est compliqué Ouais, je de sais. vous avoir des rendez-vous avec vous. Vous êtes peu nombreuses, quoi. Ouais, Chez que l'orthophoniste, il faut combien de temps d'attente? Moi, je trouve qu'en France, il y a un vrai problème. Même là, j'ai une maman, là, je sais plus, je crois que c'est cette semaine qui a pleuré dans mon bureau parce qu'elle me dit qu'elle est en errance depuis 2 ans. Waouh, Et, ouais, c'est ça. et que là, cette semaine, juste avec une consultation, je lui ai dit un peu ce que sa fille avait. Mm. Et en fait, elle a pleuré de tristesse, de joie et en même temps de... Voilà. Tellement elle était en Oui, attente d'une réponse de bien quelque sûr, chose. c'est Waouh, horrible. Et c'est dur. c'est pour ça que aussi j'aime bien travailler parce que j'adore aider le maximum de personnes pour qu'ils se comprennent. Mais c'est vrai que je trouve que il y a un vrai manque. Ouais, il y a une errance un peu au niveau médical avec beaucoup moins de moyens. Et ce que j'avais dit une fois, c'est que c'est vrai que en fait, ça serait tellement bien qu'à l'école, je sais pas, dès le plus jeune âge, en fait, il y ait une neuropsy Mhm. dans l'école qui permet déjà de voir un peu des petites choses et qui D'accord. permet un peu d'orienter. Ça serait bien, quoi. Mais bon. Est-ce qu'il y a un trouble que tu rencontres le plus, Bah, qui le est plus souvent... TDAH, hein. D'accord. Autant adulte Oui, oui, oui. qu'enfant ou adolescent. D'accord. Ouais, ça, au potentiel, il y en a énormément. Alors, Donc ça, c'est HPI, oui, au c'est HPI. potentiel. Alors, j'aime bien dire que l'enfant HPI, il est aussi HPE. Parce que je trouve que quand on est au potentiel, on est autant intellect que émotionnel. Et D'accord. on ressent aussi les choses. Mais de se comprendre, c'est tellement important parce que quand on est un HPI et on n'est pas au courant d'être un HPI, on se sent en Ça, décalage c'est ça. toute notre Tout le vie temps. et c'est hyper compliqué à C'est ça. gérer. Donc, je dirais pas que c'est un plus ou un moins, mais s'il est bien compris et bien exploité, effectivement, ça peut être quelque chose d'incroyable. D'accord. Donc, D'accord. voilà. Alors, on a parlé MDPH, mais on l'a pas expliqué. Alors, Et ah, PAP. ouais, alors, donc maintenant ça s'appelle MDA, c'est la maison de l'autonomie, puisqu'il y avait une connotation un peu handicap avant Oui. avec ce mot, donc ils l'ont changé. En fait, c'est un organisme qui prend en compte forcément les difficultés de l'enfant et qui met après à la suite en place donc une aide humaine à l'école pour l'enfant pour qu'il soit aidé ou des allocations financières pour les parents parce D'accord. que tout ça c'est onéreux pour qu'il soit justement aidé dans ce parcours-là et que l'enfant puisse être suivi. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont mises en place maintenant grâce à ce dossier. Même il y a des enseignants qui peuvent venir à la maison gratuitement pour faire les Mhm. devoirs. D'accord. Il y a des prises en charge même dans certains sports pour des enfants hyperactifs. Ouais, Il y a génial. vraiment Oui, d'autres oui. choses qui sont ouvertes, donc ça c'est top. PAP, c'est souvent au collège que c'est utilisé. C'est quand on n'a pas forcément pas de bilan, mais de dossier MDPH. D'accord. Mais on peut le mettre aussi en primaire. Enfin, il y en a qui disent oui, mais le C'est PAP c'est pour l'école le qui le collège. met en place. C'est l'école qui le C'est... met en place suite au bilan. Avec les aménagements, par exemple, que en tant que su- neuropsychologue, on peut D'accord. préconiser. Ok. Et PPS, en fait, c'est vraiment le dossier officiel personnalisé pour l'enfant qui est associé à la MDPH. Donc, une fois qu'il y a le dossier MDPH, Il va en sortir un PPS. exactement. D'accord. Voilà, c'est Ok. juste des petits termes différents, mais en tout cas, le PPS, c'est celui qui est le plus reconnu. Hmm. Et en général, quand on en a un, bah, tout est vraiment mis en place. Ah, génial. Donc, D'accord. des fois, avec un PAP, c'est pour ça que je dis aux parents, dans C'est pas certains aller cas, jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout, en fait, avec un ouais, PAP. c'est toujours mieux de faire un dossier MDPH, même si effectivement l'enfant n'a pas un handicap Hmm. que d'autres Oui, mais parce enfants. que quand on entend H, handicap, on se Ouais, dit... je sais, c'est Mais bon, compliqué. de base, la MDPH, ça n'était pas faite pour ça. Donc, du coup, Exactement. En fait, hmm, il y a des années, c'était juste pour les vraiment... personnes en situation de handicap, tout court. exactement. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Et là, c'est vrai que les troubles des apprentissages sont considérés comme un handicap, mais voilà, c'est à courte durée parce qu'un dossier, ça dure 2 ans. Hmm. Donc, si l'enfant a pris en maturité et se sent mieux,
On arrête. on arrête ce Ou dossier. on reprend. On reprend. Ok. Donc, c'est ça aussi. Et c'est vrai que moi, des fois, les parents, ils ont du mal avec ça parce qu'ils se disent, mais dans le dossier scolaire, il y aura écrit handicapé, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, ça dure 2 ans. Mais il est vraiment écrit dans le dossier scolaire? Non? Je sais pas si c'est vraiment écrit, mais en tout cas, pour la suite et le parcours futur, c'est pas pris en compte. Donc, Ouais. et Après, même moi, c'est ce que je dis aux parents. J'ai même des patients, ils sont en médecine, en 3e ou 4e année. Ils ont un PAP. Oui. Le parent, lui, à son tour, il peut se trouver un peu coupable, un peu, j'en sais rien, il peut avoir des parents. Oui, il y en a beaucoup qui Voilà. se sentent coupables. Eux, du coup, ils sont accompagnés de quelle manière? Ben, alors, ce qui est important, c'est ce que je leur dis souvent, c'est moi, j'ai malheureusement plus forcément le temps de faire de la guidance parentale, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que même quand je suis les enfants, je prends un petit temps avant de commencer la séance et à la fin pour parler, parce que je me dois quand même d'accompagner les parents au mieux pour que ça se passe correctement. Mais c'est vrai que dans des cas vraiment compliqués, c'est mieux de faire de la guidance parentale en plus ou de même être accompagné psychologiquement. Ça, c'est très D'accord. important. Donc, du coup, tu t'orientes avec. J'oriente T'as d'autres professionnels autour de à toi? d'autres Tu professionnels. travailles souvent? Oui, exactement. J'ai un peu une petite liste de. Ouais. Qui revient le plus comme professionnel? En termes de nom ou de thérapeutes, tu veux savoir le nom des thérapeutes ou La profession. la profession? Alors, moi, je travaille beaucoup avec des psychologues qui sont orientés EMDR ou TCC. EMDR. EMDR, c'est tout ce qui est, comment t'expliquer? En fait, c'est une thérapie qui permet de travailler les traumatismes. En fait, c'est de la. C'est. C'est pas avec les yeux, Oui, avec c'est le la regard. exactement. Oui, En ça fait, me c'est les parle. mouvements au niveau du regard. Et en fait, on retravaille le traumatisme. Et D'accord. moi, je l'utilise beaucoup voilà, pour des enfants qui ont vécu des traumatismes importants. TCC, c'est la thérapie voilà, cognitivo-comportementale et ça permet de restructurer les pensées. Donc ça, c'est important. Je travaille aussi avec une dame qui n'est pas psychologue, qui est thérapeute en EFT. D'accord. C'est une technique qui est super intéressante, c'est du tapping. Et en fait, c'est une technique de libération émotionnelle. Et en tapant en différents endroits de son corps, on libère aussi les émotions inconscientes. Et en fait, j'ai trouvé que cette technique marchait plus sur des personnes qui étaient hypersensibles, justement. Ok. Donc voilà, il y a ça. Après, forcément, neuropédiatre, pédopsychiatre pour tout ce qui est traitement. Et après, enfin voilà, tout dépend de la problématique. Mais en tout cas, c'est plus ce cercle-là que j'utilise. D'accord. Je voulais aller sur la question, est-ce que Ouais. quelque chose un cas parmi d'autres qui vraiment t'a touché, qui te reste encore, ou t'a surprise? J'en ai pas plus que d'autres, mais j'en ai plusieurs. Il y a un monsieur qui est arrivé, adulte, pour un diagnostic TDAH alors qu'il était schizophrène. Très compliqué. Très compliqué à gérer en séance. Tu savais qu'il était Je schizophrène? savais pas. Ah. Je savais pas et il me l'a pas dit en fait. Je l'ai su après quand j'ai contacté le psychiatre qui le Qui suivait. le suit? Et très compliqué la séance parce que c'est pas que je suis pas formée en schizophrénie, mais je savais pas. Enfin, c'était très théorique, donc très compliqué pour moi de. Mais il avait un TDAH aussi? Il avait un Effectivement. TDAH associé. Ouais. Ok. Donc ça compliqué. Après, une adolescente qui avait un trouble de la personnalité, très compliqué aussi, qui arrive voilà avec un trouble dissociatif. Et du coup, ça, après, qu'est-ce que tu fais? Tu Je les orientes, oui, réorientes mais qui ont des troubles associés. Ouais. C'est ça le pourquoi du comment qui. Mais tu vas jusqu'au bout de son bilan quand même? Ça dépend des problématiques. Dans le cadre de cette jeune fille, j'étais obligée parce que c'était vraiment une demande avec après une expertise et autres. Donc j'étais obligée de le faire. Mais quand je vois que c'est trop lourd, trop compliqué et que je me sens pas, on va dire, à l'aise, je réoriente. Mais ça leur apportera toujours de savoir qu'ils ont ce TDAH. Totalement. Non, D'accord. mais même s'il y a un trouble de la personnalité ou autre, c'est très, très important. Mais non, on s'ennuie pas. On va Oui, dire que, je vois ça. il y a des choses toujours. Je vois toutes ça. les semaines. Ok, merci Anaïs. Mais de Est-ce que juste tu as envie de passer un message à... Alors attends, avant cette question, pardon, juste me dire vraiment combien ça coûte ta séance? Ok. Est-ce qu'il faut un nombre de séances minimum? Alors, Et voilà, pour qu'on sache un peu quand on vient te Alors, voir. un bilan, c'est quand même assez onéreux. Quand on fait un bilan complet, c'est quand même 450 €. Donc, D'accord.
Préfixe tout le temps? Préfixe. Ok. Et ça peut être remboursé par la mutuelle. D'accord. Quand c'est un bilan spécifique, donc un domaine, c'est 350 €. Préfixe aussi, remboursement mutuel. La première séance, elle est à 70 €. D'accord. Et après, les séances de suivi, elles sont à 65 € et pareil, elles peuvent être remboursées par la mutuelle. Il n'y a pas un nombre de séances. Moi, je n'arrive pas à dire combien de séances. En fait, Ça dépend. ça dépend, en fait. C'est tellement fluctuant d'une personne à l'autre. Après, dans les dossiers MDPH, on est obligé de marquer des séances de remédiation, par exemple 26 séances. Mais c'est fluctuant. J'ai des patients, j'en refais 10 séances. Enfin, Est-ce qu'il est intéressant, le bilan est fait, on connaît, on sait l'hypersensibilité ou l'hyperactivité de la personne, tout ça. On fait un dossier MDPH, on a le suivi derrière. Est-ce qu'il est intéressant de revenir te voir 1 an après? tout le temps. C'est ce que je D'accord. dis aux parents, en fait, soit de faire un petit point tous les 6 mois ou tous les ans. D'accord. Après, ça dépend des profils, ça dépend voilà, des particularités. Des fois, je les revois 2 ans après, 3 Parce ans que le point après. va te permettre de faire quoi? De voir où ils en sont, en fait. De voir où D'accord. ils en sont. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont... j'aime pas dire ça, mais sur le bon chemin. D'accord. Ok. Pour voir si leur particularité leur pose encore difficulté. Est-ce qu'on D'accord. doit... Voilà, Ok. juste faire un point pour D'accord. voir où ils en sont et Hmm. si c'est OK, quoi. Alors, quel message tu as envie de passer aux parents? Tu t'écoutes. Alors, j'ai pas un message type, mais d'essayer de comprendre vraiment le fonctionnement de leur enfant et de pas... En fait, j'ai beaucoup de parents qui arrivent avec comme si se vidaient d'une décharge. J'en peux plus, il est nanan, il est nanan. Mais en fait, il y a une souffrance derrière. Oui. C'est pas, il fait pas exprès. Oui. Enfin, pas que, même si des fois, à un moment donné, oui, ça peut être... voilà, oui, il peut avoir fait exprès à un moment donné. Mais juste de leur dire que s'il y a quelque chose qui va pas, il y a toujours une raison. Il y a D'accord. toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas. Donc, vraiment écouter les besoins de leur enfant et dès qu'il y a une interrogation ou quelque chose voilà, qui leur pose difficulté, de s'orienter vers un professionnel de santé, pas forcément que neuropsychologue, mais Bien sûr. vraiment se faire aider pour... parce qu'en fait, c'est pas que pour l'environnement familial, hein, c'est aussi pour l'enfant et Oui. qui va se L'aider à construire mieux grandir, à se construire. sans forcément beaucoup de traumatisme parce qu'après c'est compliqué étant adulte de Oui. se reconstruire. Il faut faire au mieux, mais c'est Mm. vrai que c'est important de travailler sur soi si on l'a pas fait quand après on a des enfants pour les aider au mieux et pour être bien parce que C'est des ça. fois l'enfant c'est le symptôme des parents. Ouais. Donc C'est pas faux. Exactement. Donc, Merci voilà. Anaïs, merci De rien. beaucoup. Merci d'avoir écouté Cocoon Doré, le podcast qui vous fait découvrir les professionnels engagés dans l'accompagnement à la parentalité. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à nous laisser les 5 petites étoiles pour soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.